Nous devons libérer la moitié de la race humaine, les femmes, afin qu'elles puissent nous aider à libérer l'autre moitié. Fin de citation, Emmeline Pankhurst. Cette citation m'a permis autrefois de fermer les yeux et de me poser une question. Cette même question que je me suis posée 1001 fois. Pourquoi pas la femme? Voyez-vous, moi ici devant vous, j'ai un rêve, un des plus fous. J'aimerais que la femme puisse s'épanouir, s'assumer, se prononcer. J'aimerais que la femme apprenne à naître, à boire et à manger de son plein gré. J'aimerais que la femme réussisse à s'indépendantiser et de ne plus être sous l'aile de son mari, de son père ou peut-être même sous celui de son frère. J'aimerais que la femme arrête de régner elle-même et qu'elle commence à réclamer sa dignité humaine. J'aimerais que la femme puisse se libérer et travailler. Je vous prie de m'excuser un petit instant, mais un frisson vient de traverser mon échine et je viens de me rendre compte que la femme a pu se libérer, a pu se prononcer. La femme a réussi à travailler. Et ceci grâce à un héros qui est apparu 3 siècles auparavant, sous la plume d'Alexandre Dumas fils et sous celle d'Hubertine Auclair. Cet héros fut nommé féminisme. Cher jury, cher auditoire, monsieur le directeur opposant, bonjour. Permettez-moi maintenant de rendre hommage à cet héros. Eh bien, le féminisme, selon Wikipédia, n'est qu'un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques et politiques qui ont pour but d'atteindre et établir une égalité entre les femmes et les hommes. Cette égalité peut être économique, juridique, sociale, personnelle ou culturelle. Mais moi, ce que je vois, c'est cet héros qui a réussi à fusionner les deux symboles. Pardon? D'accord. Mais ce que moi je vois, c'est ce héros qui a réussi à fusionner les deux symboles, mâle et femelle. Ce héros qui a revendiqué les droits de vote, le droit au travail et à l'éducation pour les femmes et les filles. Ce que je vois, c'est ce héros qui a permis aux femmes assises aujourd'hui dans le jury de travailler et m'a permis, moi, de me tenir derrière ce pupitre et débattre un sujet de la plus haute importance. Dans ce jeudi 8 mars 2018, Journée internationale pour les droits de la femme. Toute une journée dédiée à la femme, grâce à qui, encore une fois, à Monsieur le féminisme, qui a voulu rendre hommage aux ouvrières à New York et aux couturières à Copenhague qui se sont révoltées dans ce même jour 104 ans auparavant. Mais détrompez-vous, chers opposants, je ne suis pas en train de faire l'éloge du féminisme, mais je ne fais que parler d'une réalité et d'une vérité qui s'oppose à votre perception fallacieuse, celle que ce mouvement féministe consiste à libérer la femme et lui permet d'intégrer le monde du travail. Merci. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête à la mère qui nous a portés, aimés et câlinés, à la demoiselle qui nous a appris à aimer, à l'ami qui nous a soutenus et guidés, à la femme, cette complice, cette partenaire, cette alliée, à la maman qui fédère famille et société et apporte joie et gaieté, et aussi à l'enseignante qui, par sa présence et ses efforts, essaye de nous diriger vers le chemin du savoir. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, très chers opposants, bonjour. C'est avec un très grand honneur que je me tiens devant vous en ce jour si spécial pour débattre d'un sujet assez répandu dans nos sociétés et qui nous concerne tous, autant qu'humains, citoyens, femmes et hommes, le féminisme. Le féminisme, tout d'abord, est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales, cherchant à promouvoir les droits des femmes et leur intérêt dans la société civile. C'est un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la vie privée et dans la vie publique. Au sens large, le féminisme inclut l'ensemble argumentaire et dénonce les inégalités faites aux femmes et qui énonce les modalités de transformation de ces conditions. Forte de ses talents, la femme est naturellement le cœur de la famille. Elle peut et doit revendiquer la royauté de l'amour qui lui revient. Comme épouse et mère, elle est le soleil de la famille. Elle est ainsi au centre du foyer pour lui donner une âme, une atmosphère, une chaleur. En fait, une marque proprement spéciale, celle de l'amour, se donnant, se sacrifiant, éduquant tant par les actes que par les paroles. Par sa douceur, sa tendresse, sa pudeur, sa soumission attentive, elle force le cœur de toute une société. En fait, c'est la femme qui crée et gère la famille. C'est elle et non pas l'homme qui est l'élément principal de la famille.
Il s'agit d'une compétence particulière qui existe chez les femmes et qui n'est pas en contradiction avec les études, l'enseignement, le travail, les activités politiques ou autres. Dans tous les plans sociaux, la famille doit être considérée comme la base. La question d'être mère ou épouse et la question de la famille et du foyer sont des questions de base et vitales. Cela signifie qu'une femme, même qui jouit d'une spécialité dans un domaine quelconque, si elle n'est pas une bonne épouse, restera incomplète. La femme doit être la maîtresse de sa maison. C'est un principe essentiel. Et si je peux me permettre une comparaison même imparfaite, je dirais que la femme est la reine de la ruche. C'est pourquoi la promotion de l'égalité professionnelle ne peut se faire sans celle de l'égalité au sein de la famille. En effet, il existe un lien indissoluble entre ce qui se passe dans la sphère de la société et ce qu'il y a lieu dans la sphère privée de la famille. De la sorte, si l'on veut assurer une véritable égalité professionnelle, il faut en même temps se donner les moyens d'approcher une réelle égalité familiale, car l'une ne va pas sans l'autre. Merci. Si les mathématiques m'ont appris quelque chose d'essentiel pendant toutes ces années de galère, où il a fallu que je me perde comme dans un labyrinthe infernal, eh bien, mes chers spectateurs, c'est que derrière chaque casse-tête se cache toujours un raisonnement infaillible. Voici le mien. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le féminisme repose sur l'égalisation des droits hommes-femmes de façon à établir une congruence entre les deux sexes. Il s'agit tout simplement d'une équation du premier degré, x plus y est égal à 0. Et d'après mes connaissances... Et la question qui maintenant me trotte dans la tête est la suivante. Quelle est la plus grande injustice à laquelle la femme s'est confrontée tout au long de ces années interminables et sempiternelles? D'après mes connaissances, je dirais que la plus grande iniquité qui a suscité tant de batailles et tant de luttes acharnées, D'après mes connaissances, je dirais que la première iniquité qui a attiré tant de batailles et tant de luttes acharnées serait d'avoir démuni la femme de son droit d'éducation et de scolarisation. Et d'après la définition que je viens de vous citer précédemment, le féminisme a donc incité la femme à se livrer au monde du savoir, où l'influence de la famille ne reste qu'une toute petite brindille, prête à se briser, et ceci suite à l'autonomie acquise par l'apprentie jeune fille. Une fois la réponse trouvée à la question, une autre préoccupation s'empare de mon esprit. Il s'agit de se remettre en question. Il s'agit de découvrir le but de notre présence ici à l'école, la cible de toute cette fantasmagorie de professeurs, d'élèves, d'administrateurs et de subordonnés du directeur que l'on rencontre chaque jour de notre existence si morne. Mon explication est tout à fait simple. Nous bénéficions d'un parcours scolaire afin de solliciter d'un parcours professionnel. Nul ne peut nier que chacune de nous, ici présente, possède des rêves qu'elle cherche à concrétiser dans la vraie vie. J'estime que dès lors, le lien entre l'influence familiale et celle du travail ne présente plus aucune ambiguïté. Néanmoins, si vous avez encore quelques doutes, permettez-moi de vous réconforter grâce à une citation d'une des plus illustres féministes de l'histoire du militantisme rose, Simone de Beauvoir. C'est par le travail que la femme, en grande partie, franchit la distance qui la sépare de l'homme. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Merci. Chère audience, honorable jury, très chers opposants, bonjour. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à exprimer ma grande gratitude de pouvoir me tenir une troisième fois derrière ce pupitre afin de plaider une cause qui me tient énormément à cœur. La cause de nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères et prochainement la nôtre en tant que jeunes femmes vivant dans un aujourd'hui meilleur qu'hier et aspirant à un demain mieux qu'aujourd'hui. Tout d'abord, les femmes n'ont pas attendu le féminisme pour se cloîtrer dans le monde du travail. Elles ont depuis toujours travaillé et c'est le manque et le besoin qui les a poussées à cela. En d'autres termes, elles n'ont jamais attendu l'avènement du féminisme comme mouvement structuré pour se consacrer à une carrière spécifique. Dans d'autres termes, elles ont travaillé dans les maisons. Et oui, et c'est ce que vous semblez, chers opposants, ignorer, être femme au foyer est un travail.
éduquer ses enfants est un travail, ou même travailler dans des champs agricoles est un travail. Être commerçante est un travail. Et je ne pourrais trouver meilleur exemple pour cela que la femme de notre prophète, qui a été une riche commerçante 1400 années plus tôt. Or, il ne faut pas oublier que le fait de travailler veut dire sacrifier sa famille. Au contraire, il veut dire se sacrifier pour le bien-être de celle-ci. Le fait d'accéder au travail ne veut aucunement dire accéder à un luxe ou quoi que ce soit. Le fait d'accéder au travail, c'est un accès à la dignité humaine. C'est une condition sine qua non pour bien vivre dans un monde moderne comme celui où nous vivons maintenant. Ainsi, selon une enquête budgétaire menée par le magazine The Economist entre 2005 et 2012, les femmes consacrent 7 fois plus de leur temps aux activités domestiques et 4 fois moins de leur temps au travail, contre 40% pour les hommes. Il a aussi noté que cette étude fait ressortir que ces politiques affectent également la participation de la femme au sein de sa famille et particulièrement son pouvoir de négociation. En effet, lorsque les femmes produisent une partie plus importante des revenus de leur famille, leur pouvoir de négociation sur les dépenses courantes aura tendance à se renforcer. Débarrassez-vous, chers opposants, de ces idées antiques, sans foi ni loi, qui n'ont ni tête ni queue, prétendant que toute participation de la femme dans le domaine professionnel est un abandon et un délaissement à ses responsabilités dans la famille. Rien que le fait qu'il y a encore des personnes qui en sont convaincues et qui le défendent aussi acharnement comme vous le faites, rend le féminisme encore plus légitime. En effet, s'il y avait égalité des droits entre hommes et femmes, il ne serait pas question de féminisme, mais tout simplement d'humanisme. Néanmoins, tant qu'il y a et il y aura inégalité entre les droits des hommes et femmes, nous, tous, hommes et femmes, aurons l'obligation d'être féministes. Non pas dans le but de favoriser la femme, ni dans celui de retirer des droits aux hommes, mais dans le but de réaliser l'équité et l'équilibre de la société. Ce même équilibre qui est absent à cause du système patriarcal et du machisme qui cloître l'homme dans le monde du travail en dépit de celui de la famille. Ce même déséquilibre qui se manifeste dans notre Maroc d'aujourd'hui, dans ses formes les plus inhumaines, les plus bestiales. Je suppose que le terme femme mulet vous dit quelque chose. Ces femmes-là, présentes devant vous, cher jury, sont assimilées à des animaux porteurs. Elles décèdent dans les frontières avec la ville occupée Ceuta à cause de l'épuisement, de l'étouffement et des bousculages. Ce sont toutes des femmes. Et les protéger, leur situation est une honte. Les protéger est de notre devoir. Et c'est là où réside le rôle du féminisme qui est défini comme la prise de conscience des discriminations envers les femmes et la revendication de l'égalité des droits entre hommes et femmes et qui est synonyme dans ce cas de militantisme. Merci. Vous savez, très cher opposant, vous parlez trop pour ne rien dire. Chère audience, cher opposant, honorable jury, bonjour. L'histoire du monde est écrite en larmes et de rébellion. Depuis bien longtemps, la femme a été considérée comme une marionnette dans les mains de la société. Cependant, un cours d'histoire s'impose. 19e siècle, un vent de révolte dirigé contre une société patriarcale et un brin misogyne souffle dans nos terres. Des militantes, du Beauvoir plein la tête, font claquer haut et fort l'étendard de la liberté et l'émancipation des femmes. En 40 ans, plus a été fait pour la femme qu'en 2000 ans d'histoire. Fin de citation, Antoinette Fouque, psychanalyste et personnalité du MLF, Mouvement de libération de la femme. Le mouvement féministe ou encore la révolution rose est une révolution qui ne vise que justice, liberté, épanouissement et égalité. Chers opposants, pourquoi persistez-vous à croire en votre folie misogyne et sexiste? Cette même folie qui a poussé d'autres femmes auparavant de se poser cette question. Cette question était sur toutes les lèvres. Cette question, mesdames et messieurs, qui nous taraude tous aujourd'hui. Quel est le rôle de la femme? Un rôle de domestique et de soumise? Est-ce que vous vouliez, chers opposants, chère audience, que vos mères, vos sœurs et vos filles soient prisonnières d'un choix qui n'est pas le leur? La réponse est non, non et non. Le féminisme rejette et abolit l'idée d'être enfermée dans un rôle d'asservissement ou simple objet de plaisir. Dans leur cœur, la révolution des mentalités et des mœurs n'était pas nécessaire. Elle était incontournable. En 1956, la première association est fondée par les suffragettes anglaises.
Traques, manifestations, sondages, encore plus d'organisations afin que la femme s'affirme dans le monde du travail. Méditons un instant, chers spectateurs. Nous vous proposons un voyage dans le temps jusqu'à nos jours pour découvrir les icônes du féminisme. Je cite Simone de Beauvoir, Nancy Fraser, Margaret Sanger, Cecilia Payne, George Sand, Edith Archibald, Jane d'Arc, Rosa Parks, Malala, Marie Curie et bien d'autres. Toutes ces femmes pleines d'audace et de détermination se sont dressées devant des stéréotypes illusoires et insensés. Qui d'entre nous, chez Reposant, ne connaît pas Emma Watson? Eh oui, la petite Hermione est aussi dans le coup. Grâce à son influence, elle défend les jeunes femmes dans les milieux ruraux et dans le monde du travail. Opposants, vous avez une vision erronée du sujet. Ouvrez grand les oreilles et regardez un peu plus loin que votre nez. Nous défendons une idée d'égalité, une analyse juste et correcte. C'est bien triste de voir de jeunes gens, et surtout de jeunes filles, douter de cela. Sans toutes ces femmes, je n'aurais pas eu l'opportunité d'aller à cette école, de voter, de sortir de chez moi sans permission. Je ne serais jamais médecin, philosophe, ingénieur, avocate, professeur. Je n'aurais pas la liberté. Déjà, si vous êtes contre les droits de la femme, c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre, vous et moi. Car la seule représentation féministe possible des droits de la femme est devant vous. Et si vous avez une autre définition à part celle de Wikipédia à nous donner, ne vous gênez pas. Et merci. Honorable jury, chère audience, chers opposants, bonjour. Une femme peut-elle être féministe et mère à la fois? En effet, maternité et féministe ne sont pas des opposés. Tout comme le fait de vivre avec un homme n'exclut pas qu'une femme aspire à l'égalité des sexes. Il faut comprendre que le féminisme est une question d'égalité qui devrait aller de soi. Et ce n'est pas une bataille d'un sexe contre l'autre. Au contraire, c'est toute la famille qui gagne dans l'égalité des sexes. Par exemple, si les femmes obtenaient leur égalité salariale, ce qui est bien loin d'être fait, avec encore plus de 12,1% d'écart, c'est toute la famille qui en bénéficierait. Les mères monoparentales auraient aussi beaucoup plus de facilité à s'organiser si leur salaire reflétait leur travail accompli. Les mères d'aujourd'hui qui travaillent, en plus d'élever leurs enfants, sont déjà féministes au sens large du terme. Sont déjà féministes au sens large du terme, si on se réfère à une époque qui est révolue. En oubliant les préjugés du passé, il est tout naturel que les femmes soient aussi reconnues que les hommes dans la société et dans le travail qu'elles accomplissent. Alors, la réponse exacte à cette question, dont je suis intimement persuadé, c'est que oui, une femme peut être au foyer et être profondément féministe. Et estimer qu'une femme ne peut pas être féministe et au foyer est très sexiste. Pourquoi? Inversons la situation. Qu'en pensez-vous d'un homme qui fait le choix de rester à la maison? Pendant que sa femme va travailler pour gagner de quoi faire vivre leur famille. La situation n'est pas du tout idyllique pour ces hommes. L'idée de mettre en compétition les hommes et les femmes sur ces sujets. En revanche, j'imagine assez mal des féministes juger mal cette situation. Les hommes seraient peut-être mal jugés par ses pairs, par la société, mais les féministes auront un œil positif sur cette idée, ou bien sur cette inversion de rôle. En effet, c'est une belle idée de voir que les deux parents choisissent de rester ensemble à la maison, de changer le modèle familial et permet ainsi plus de liberté aux uns et aux autres. Ce qui est injuste, c'est d'estimer qu'un couple dont le père ou bien dont le papa reste au foyer est résolument moderne et tourne vers l'avenir. Alors qu'un couple dont la femme fait ce choix est taxé de conservatisme. N'est-ce pas contradictoire et sexiste? Je vous invite à me répondre. Merci. Bonjour. Alors, premièrement, j'ai 3 constats à faire. Première intervention, hors sujet. Deuxième intervention,
réaliser l'équité et l'équilibre. C'est ce que vous défendez. Vous défendez les droits de la femme. Or, nous parlons de la définition du féminisme. Vous êtes aussi hors sujet. Troisième intervention, vous estimez qu'une femme peut être féministe, qu'une femme féministe peut aussi être à la fois dans son foyer et à la fois dans le monde du travail. Ce qui est absolument notre position, vous nous joignez, chers opposants, et je vais le prouver maintenant. Premièrement, vous êtes trop catégorique. Quand on débat un sujet d'une dimension humaine, on se doit de faire preuve d'un peu de discernement. Le noir et le blanc n'existent pas, mais il y a 50 nuances de gris. Par suite, quand on dit libérer la femme de la sphère d'influence familiale et la mettre dans la sphère d'influence du monde du travail, on ne veut pas dire couper les liens, arracher les liens qui nous régissent, les liens familiaux qui nous régissent depuis l'enfance. Non, 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 non. Cela veut simplement dire accentuer l'influence sociale, mentale et économique extérieure au risque d'éclater quelques épingles, quelques verrous de la chaîne d'influence familiale, parce que celle-ci est un vrai enfer pour certaines femmes et jeunes filles aujourd'hui. Cette libération-là, elle n'est finalement exclusive qu'à celles qui souffrent. Le féminisme est donc la seule planche de salut nécessaire pour leur permettre ne serait-ce qu'un petit peu se libérer et voir ce qu'il y a dans le monde extérieur. Donc, le féminisme peut leur permettre aussi d'être à la fois performantes dans leur rôle de travailleuse et à la fois affectives envers son mari et ses enfants. Vous nous joignez là-dessus, on défend la même position. Maintenant, il y a une autre problématique. Est-ce qu'elles seront, ces femmes, doublement esclaves dans le monde du travail? Parce que je m'attendais à ce que vous nous posiez cette question, vous ne le faites pas, donc je me permets de vous répondre et aussi de clarifier notre position à notre cher auditoire. Il faut savoir qu'une femme, elle a une morale. Et quand elle décide d'être féministe, elle a la conviction que là, c'est là où se trouve sa liberté. Surtout si son milieu de vie primitif est régi de discrimination et de marginalisation. Vous allez imposer à ces femmes d'être libres à votre façon, c'est d'être reine de son propre foyer? Faux, nul, zéro, car la vision de la femme, elle est relative. Et le féminisme se doit de défendre la liberté telle qu'elle est aux yeux de la femme en question, lui permettre d'assumer ses choix et de prendre ses responsabilités. Après cela, qu'elle soit chosifiée ou maltraitée dans le monde du travail, cela ne sont que des détails, parce que de un, ce n'est pas notre débat aujourd'hui, et de deux, l'idéal est non atteignable. Le féminisme est avant tout là pour libérer la femme, non pas pour assurer un rôle idéal dans la société. Merci. Nous ne parlons pas de définition du féminisme, mais des principes. Ensuite, vous êtes là pour défendre une thèse et pas pour nous donner des cours. Aujourd'hui, la femme doit jongler avec plusieurs pôles, intimement liés à sa vie quotidienne. Elle doit être capable d'instaurer un équilibre entre sa famille, son travail et sa propre personne. La femme a d'abord de mission d'être éducatrice et d'enraciner son entourage dans les valeurs culturelles et spirituelles auxquelles elle est de nature attachée. Le monde de travail a aussi besoin, bien sûr, de contributions féminines pour prendre un visage plus humain. Cela veut dire que ni le féminisme, ni aucun autre concept ne peut détacher la femme de ce rôle inné. Je pense que les femmes ont naturellement une influence particulière et inimaginable. Non, j'en ai la conviction. Les femmes ont des outils et des pouvoirs que Dieu leur a donnés et qui leur permettent de franchir tous les obstacles. C'est une des beautés de la nature et un des mystères de la création. Alors comment pouvez-vous dire que la femme, avec toute sa splendeur, ses facultés intellectuelles et son dévouement, ne pourra pas créer une balance entre le personnel et le professionnel? La famille n'est pas un repoussoir ou une valeur négative, c'est la principale valeur de tout le monde. Donc pourquoi vouloir libérer une femme de sa famille et de son rôle crucial? Mais une chose est sûre, être mère n'empêche pas d'être féministe, et être féministe n'empêche pas d'être mère. Quand on a besoin de marceler l'évidence, c'est qu'elle n'est pas si évidente qu'on le croit, chers opposants. Mais ce qui m'attriste vraiment, c'est de voir des jeunes comme vous qui pensent et ont la conviction que le féminisme est de faire sortir une femme, toute une femme de sa famille, et la mettre sous l'influence du monde du travail. Pensez-vous vraiment que c'est une bonne idée? Car non, le travail n'est pas forcément un épanouissement et la libération. Allez dire cela à la femme de ménage qui récure des toilettes. Allez dire cela à l'ouvrière qui travaille dans la chaîne. Allez dire cela à la femme
qui vend sa chair pour un morceau de pain. Allez dire cela à la femme qui se sacrifie jour et nuit pour épauler sa famille. Ainsi, la lutte pour le travail des femmes et pour la parité des salaires est une longue bataille nécessaire. Mais elle ne doit en aucun cas nous empêcher de respecter les féministes qui choisissent de faire une pause et d'arrêter leur carrière professionnelle. Merci. Quelle mascarade, cher opposant. Vous venez de plagier tout un texte tout fait, tout prêt, avec même un surplus. La touche théâtrale était pas mal, j'avoue. Très chère audience, ne vous laissez pas berner par des mensonges, ne vous laissez pas manipuler par eux. Et vous, très cher opposant, comme vous croyez dur comme fer à cette propagande, à ce baratin, à ce mensonge juvénile, allez réaliser votre rêve, allez vous enfermer dans vos cachots, allez dorloter, embrasser vos bourreaux, vos chers maris. Allez lui préparer de belles lasagnes. Oh, dont la recette est aussi issue de l'Internet, comme vos textes. Bref, laissez-moi vous présenter le parcours de la femme dans le milieu du travail. Un parcours où la femme trébuche encore dans la boue. À l'époque, le travail féminin était toléré mais mal vu par la société, particulièrement s'il avait un mari et des enfants. Mais détrompez-vous, cher opposant, je ne défends pas votre position. Lorsque je dis que la femme sort du foyer familial pour travailler, c'est grâce au féminisme qui lui a permis de choisir entre rester une femme au foyer ou d'exercer le métier qu'elle veut, ouvrière, servante, domestique, je ne sais pas quoi, ce qu'elle veut. En parallèle avec son rôle de mère et d'épouse. Bien sûr, les femmes ne sont pas les seules gagnantes. L'homme sera soutenu financièrement, mais devra adhérer à l'idée que sa femme est son égale, qu'il devrait faire un partage de tâches équitable. Saviez-vous, cher opposant, que la femme n'avait point le droit d'exercer un métier sans autorisation jusqu'en 1965 ? Eh oui, même en prison, les êtres humains avaient ce droit. Saviez-vous, chers spectateurs, que la femme scientifique n'avait pas le droit d'avoir une invention en son nom, mais qu'elle devrait être représentée par une figure masculine ? Je ne vous en veux pas, cher opposant. Vous n'avez pas eu assez de temps de préparer. Et je vous assure que le féminisme n'est pas une secte secrète qui tue des hommes pendant la pleine lune. Sa principale visée est de s'affirmer, corriger et sauver des âmes en détresse. Et je ne compte plus vous poser d'autres questions, car vous n'avez cessé d'esquiver les précédentes. Merci. Tout d'abord, la source de nos arguments, comme la vôtre, est sur Internet. Oui, ce n'est pas interdit, et ça je le sache. Chers opposants, Dieu, l'unique, a créé l'homme d'un mâle et d'une femelle, et a mis entre eux l'affection et la bonté nécessaires à leur coopération, pour le peuplement de la terre, bien sûr. Aussi, d'une part, Dieu a consacré à l'homme l'endurance, la capacité nécessaire pour qu'il ait exercé sa subsistance. D'une autre part, il a accordé à la femme tout ce qui est nécessaire à l'accouchement, ou bien on commence par la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, et en plus la garde de l'enfant, en termes de tendresse, de compassion, bonté, douceur et affection. Alors, comment se fait-il qu'avec tout cela, et qu'après tant d'années de lutte contre l'inégalité homme-femme, la question est encore d'une grande actualité? En effet, dans une famille, le phénomène de la double activité dans les couples est acquis. La proposition de femmes actives âgées de 25 à 49 ans est en effet passée de 50% en 1970 à 80% en l'an 2000 et 84% en 2010. Les mères elles-mêmes sont majoritairement actives. C'est le cas de près de 2 mères de 2 enfants sur 3. Et de la moitié des mères de 3 enfants ou plus. Et dire qu'avec tous ces résultats, et qu'après tout cela, qu'il faut libérer la femme de la sphère de l'influence familiale et la mettre, comme vous le dites, dans la sphère de l'influence du travail. Vous dites encore vous avez dit plutôt que la femme doit être libérée de la sphère familiale. Cela veut dire une famille sans mère, ou bien des enfants sans mère. Alors, dans la vie, il n'y a pas de rôle plus essentiel et plus éternel que celui de la mère.
Imaginez-vous des enfants grandir sans l'amour d'une mère, sans l'éducation d'une mère. Et comme le disait le président Dieter Instruth, si vous êtes mère, vous participez avec Dieu à son œuvre de création, non seulement en donnant un physique à vos enfants, mais aussi en les instruisant et en les élevant. Si vous n'êtes pas mère à présent, les talents créatifs que vous développez, que vous préparez, ou bien vous préparerez pour ce jour-là, dans cette vie ou dans la suivante. Merci. Merci. Alors vous défendez les nobles fondements de la maternité. Nous aussi, chers opposants, sauf que nous, on ne défend pas que ça. Et vous, la maternité constitue l'essentiel de vos arguments. Votre vision du féminisme, votre définition du féminisme... Ah pardon, vous n'avez pas encore donné une définition du féminisme. Nous vous l'avons demandé depuis la deuxième intervention. Votre vision du féminisme relève, excusez-moi du terme, d'une perception sélective, partielle et inepte. Les nobles vagues du féminisme nous insufflent quelque chose de plus global. Ils ne rendent pas juste hommage aux femmes en protégeant leur petite nature, sans les libérer, mais ils tiennent compte d'une ambition féminine qui ne cesse de grandir. Là est la vraie définition du féminisme. Libérer la femme, d'une manière relative, afin d'atteindre l'égalité des sexes. Vous ôtez toute valeur au féminisme en prétendant que la libération des femmes est un but néfaste, trop audacieux, extrémiste, voire pas nécessaire. Alors pour vous répondre, chers opposants, de 1, cette libération n'est jamais complète puisque le féminisme n'a jamais réclamé une émancipation totale en vue de la famille. De 2, la libération de la femme est quand même le minimum requis dans une société qui se veut moderne et il est du devoir du seul mouvement censé représenter les droits de la femme de s'en charger. Le militantisme féminin au sein du XXIe siècle n'est plus là pour assurer la survie de l'espèce en percevant les femmes comme des fleurs qu'il faudrait arroser, non pas pour grandir et libérer tout leur parfum et leur essence, mais juste pour ne pas faner et être donc mieux arrachés par la bêtise humaine. Non, non et non. Ce militantisme motivé par le simple désir d'acquérir les droits primaires d'une femme est révolu, et ce depuis le XVe siècle, depuis le mouvement humaniste, depuis le siècle des Lumières. Ce genre de combat minoritaire, ce genre de situation archaïque ne constitue maintenant qu'une infime partie de ce qu'est le féminisme contemporain. Un mouvement plus colossal et gargantuesque qui réévalue la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, il y a des filles qui souhaitent devenir femmes au foyer. Il y a des filles qui se contenteraient de pratiquer un métier simpliste sans que pour autant l'inégalité salariale ne pose problème. Mais il y a une troisième part, de filles pleines d'espoir, visant la gloire matin, midi et soir. Éprouvant le désir de se détacher de leur nid pendant quelque temps, pour voler tel un aigle qui dans les cieux affirme sa présence. Allez-vous dire non à cela? Le moindre fait que vous limitiez leur perception du féminisme et d'une mise à néant de toute leur espérance. Merci. Oh mon Dieu, des mathématiciens qui n'ont même pas pris conscience que la femme est maintenant intégrée dans le monde du travail. Contrairement à vous, chers opposants, nous avons bien compris le sujet de notre débat. Nous vous avons clarifié plutôt que la femme a pu combiner entre ses deux mondes le travail et la famille. Eh bien, faisons plaisir à nos chers opposants et supposons que le féminisme ait libéré la femme de ses responsabilités familiales. C'est l'homme. Eh bien, est-ce que c'est l'homme qui va s'en occuper, j'imagine? Donc, il y aura une apparition d'un nouveau mouvement, je suppose, l'homisme. Donc, libérer la femme de la sphère d'influence familiale et la mettre dans celle du monde de travail n'est pas la solution. Chers directeurs, honorables jurys, partisans du pour, bonjour. La femme fait preuve d'une influence éminente au sein de la société et la famille. Le rôle qui lui a été prédéfini par la nature, celui d'être une épouse puis une mère, ne l'a jamais empêchée d'aspirer à toutes les libertés qu'elle veut. J'aimerais alors élucider ceci à travers une personne ambitieuse et très déterminée. Une épouse et une mère. Une femme qui représente notre génération. Une femme qui s'engage pour l'égalité des sexes. Michelle Obama, vous la connaissez sûrement.
Eh bien, cette féministe a admis que ces deux filles étaient sa priorité à la Maison-Blanche. Elle avait déclaré devant la presse, je cite, « Même en tant que première dame, mon premier métier restera d'être maman. » Eh bien, Michelle Obama approuvait ainsi que le travail, ou plutôt vous approuvez, chers opposants, que le travail n'est pas une contrainte qui indique d'accomplir les devoirs familiaux. Du côté religieux, l'islam reconnaît à la femme musulmane le droit de travailler. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme était active dans la société, notamment au niveau professionnel. Elle était présente dans tous les domaines, l'agriculture, l'administration, l'artisanat et la médecine. Citons comme exemple Rufayda al-Ansariya et Sulaym bint Milham, deux femmes infirmières, deux femmes qui accompagnaient leurs époux lors des expéditions et des guerres. Elles leur donnaient à boire, soignaient et rendaient les blessés et les morts à Médine. Deux femmes qui ont fait preuve de bravoure. Tant que la femme conservait ses responsabilités au regard de son foyer et en premier lieu son rôle d'épouse et de mère, elle pouvait travailler, mais bien sûr en tenant compte de certaines conditions telles la légitimité de l'emploi occupé, l'exigence vestimentaire et un comportement adéquat. Merci. Voyez-vous, les femmes sont des soumises, contraintes à obéir aux hommes, qui, quant à eux, demeurent les seuls et uniques prodiges de la société, non seulement grâce à leur virilité, mais aussi grâce à leur savoir-faire extraordinaire. La femme, donc, n'a pas sa place dans ce monde à cause de sa médiocrité exaspérante. Tant de personnes, tant d'hommes qui ne cessent de refaire la même chanson depuis la nuit des temps jusqu'à présent, le XXIe siècle. Pythagore disait « Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. » Les mots m'échappent. Ma conscience, mon esprit, mon âme sont persécutés. Oh, quelle profanation! Oh, quel blasphème! Une telle injustice et un tel commérage n'ont point le droit de faire partie de ne serait-ce qu'un grain de sable de notre univers, cruel qu'il soit, nombrilique qu'il soit, sadique qu'il soit. La nature et la préhistoire ont conçu une image erronée de la femme qui jusqu'à présent rôde dans plusieurs pays. Les féministes de l'Arabie Saoudite en sont la preuve vivante. Je vous présente 3 figures féminines emblématiques du féminisme. Wajha el-Houaida, Fawzia el-Ayouni et Manal el-Sharif. Toutes ont un seul et unique but en commun, restituer leurs droits, des droits qui leur ont été retirés juste parce qu'elles appartiennent au sexe féminin. Parmi ces restrictions pénalisantes issues d'une loi radicaliste, tyrannique et sans scrupules, je cite, « Pour aller étudier à l'étranger ou subir une intervention médicale, la femme doit ainsi obtenir l'autorisation de la part d'un tuteur masculin, que ce soit son père, son époux, son frère ou même son fils. Une spécificité d'une absurdité incontournable où l'homme est mis sur un piédestal dans lequel il domine la femme soumise à ses caprices, épaulée pour ses moindres faits et gestes, tenue sur le siège du passager, à bonne distance d'une indépendance considérée comme dangereuse pour sa pureté. Il faut expliquer aux néandertaliens de Salans que les mammouths ont disparu depuis longtemps. Et oui. Mes chers opposants, regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi, que serait la femme? Que serait-elle devenue si jamais on donnait raison à votre position dévastatrice? Comment vivrions-nous en tant que jeunes femmes si le féminisme résidait en toutes vos définitions bancales et aberrantes? Merci. Indépendamment de notre volonté, ce débat touche à sa fin. Un débat qui a pour sujet la femme, cette même femme qui a longtemps été exclue des milieux d'hommes et réduite à un rôle qui lui avait été dévolu depuis des milliers d'années, à savoir l'éducation des enfants et le ménage. Ce modèle a longtemps été celui qui prévalait dans la plupart des pays. Personne ne le contredisait. Au lieu d'un droit de vote, c'était le droit d'obéir à leur mari qui leur était octroyé. La femme était considérée la génitrice puisque c'est la seule capable de maternité. Elle se retrouvait donc réduite à ce petit rôle.
Mais ce modèle propre à la plupart des sociétés a cependant été bousculé. Certes, le bousculement a été difficile en raison des croyances importantes, anciennes, mais récentes pour certains. 2017 fut l'année des femmes, l'année de cette vague planétaire de MeToo qui n'a épargné aucun continent, à tel point que Time Magazine a décidé de déclarer son prix de personnalité de l'année aux initiatrices de ce mouvement. À tel point qu'un dictionnaire américain a décidé d'ériger le mot féminisme comme mot de l'année 2017. Mais à vous entendre, partisans du pour, parler du féminisme comme si c'était déplacer la femme d'une certaine sphère et la mettre dans une autre, m'indigne, mes camarades et moi. C'est une insulte pour la femme, excusez-moi, et je suis certaine que vos mamans, même si elles travaillent, vous ont appris qu'il ne faut pas dire des gros mots. Les femmes sont des êtres libres.